On parlait à l'instant à Pierre Bayou qui est en ligne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Daniel. Hey Pierre, il y a cette semaine, écoute, en fin de semaine passée, plus précisément, on a annoncé que le ministère de l'Éducation consentait une diminution du ratio d'élèves par classe. On va y aller progressivement, là, sur 2 ou 3 ans. Mais moi, ce qui m'a particulièrement intéressé là-dedans, c'est qu'on a dit que dans les commissions scolaires où on a des écoles qui sont identifiées comme étant en milieu défavorisé, il n'y aura pas plus de 20 élèves par classe. La question que je veux te poser, diminuer le ratio élèves-professeurs, est-ce que tu as l'impression, toi, que ça va permettre de régler, peut-être pas tous les problèmes, mais en tout cas, certains problèmes? Amélioration spectaculaire. Oui. Maintenant, ce que je trouve plate, c'est qu'on fasse ça pour les élèves qui originent de milieux défavorisés et les enfants qui viennent de milieux favorisés, les enfants doués, on va les mettre dans des classes de combien? Ben écoute, on va diminuer le ratio progressivement pour ramener ça, mettons, de 32 à 28. Là, je pense que le gros maximum qu'on allait récupérer dans les classes, appelons-les régulières, là, c'est 4 élèves de moins. Ben, ce que je trouve pas correct là-dedans, c'est que l'idée qui est excellente pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés est encore plus sublime pour les enfants doués. Dans le sens où? Ben, dans le sens que les enfants doués ont besoin d'une attention encore plus particulière que les gnochons. Alors, ce qui est bon pour les gnochons est encore beaucoup plus important pour les enfants doués. Oui. Et c'est ça que je trouve plate au Québec, c'est qu'on prend soin des imbéciles, puis les doués, on les laisse de côté. C'est une façon extrêmement efficace de niveler vers le bas les meilleurs éléments de notre société. Mais là, tu trouves pas que tu charries un peu quand tu parles des imbéciles et des gnochons? Moi, je parlais rien que d'élèves en difficulté. Non, mais je caricature pour faire bien comprendre mon point de vue, que j'estime extrêmement important. Oui, parce que je sais pas si toi, tes enfants à l'école étaient tous des brillants, mais il y a un paquet de parents qui nous écoutent ce matin avec des enfants qui en arrachent, puis c'est pas parce qu'ils étudient pas, puis c'est pas parce qu'ils ont des mauvais parents, là. Non, mais, regarde, faut comprendre le point. Un petit peu, mêlons pas les choux et les carottes. Alors, il y a, chez l'être humain, vois-tu, tu as au moins 10%, au-delà de 10% qui sont carrément déficients. Ça va tout à l'école, ces enfants-là, là. Oui. Et dans une classe de 32, lorsque tu as 2 déficients, OK, 5 vraiment pas brillants, puis une couple qui ont des problèmes de comportement, l'enseignante, là, est complètement dépassée. Ça commence à faire pas mal de monde. Oui. On inclut là-dedans, quand on parle de déficients, on inclut là-dedans des enfants là, qui ont une déficience dans leur capacité d'apprendre. Ils ne sont pas nécessairement des personnes handicapées au sens où on l'entend habituellement, mais il y a une déficience dans leur capacité d'apprendre. Je te comprends pas. Non, je te parle d'un déficient intellectuel. Je te parle d'un débile. Oui. Il y en a 10% de la population sont débiles. Oui. Handicapé, ben, utilise le mot, vois-tu, t'es rendu tout mêlé dans tes mots, là. Non, c'est pas ça. Déficient intellectuel, ça veut dire retardé mental. Pierre, c'est parce que j'ai été obligé de te forcer à nuancer tes propos quand tu as parlé tout à l'heure d'imbéciles et de gnochons pour parler d'enfants qui ont de la difficulté à apprendre et qui ne sont pas nécessairement des personnes qui mentalement sont handicapées dans le sens où on l'entend habituellement. Oui, c'est à ça que je référais. Alors, il y a eu toutes sortes de terminologies dans l'histoire de l'humanité. Oui. On les appelait les idiots, les imbéciles, les retardés mentaux, les arriérés mentaux, les handicapés intellectuels, les retardés intellectuels. C'est tout synonyme, c'est toute la même chose. Oui, mais pour être certain qu'on se comprend, dans des classes, il y a quand même des enfants qui ont de la difficulté et qui n'entrent dans aucun des qualificatifs que tu viens d'énumérer, là. Maintenant, OK, ceci étant dit, alors il y a ça. Il y a aussi dans les milieux favorisés, dans les milieux défavorisés, des enfants extrêmement mal éduqués, qui ne savent pas vivre. Alors, quand une enseignante en a 32, sur 32, il y en a 6-7 qui ne savent pas vivre, qui n'ont aucune éducation minimale, c'est de véritables petits animaux, puis qui n'ont même pas mangé le matin, ça va pas bien, là. Tu me suis? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas un groupe homogène. C'est une salade extrêmement disparate. Alors, tu as des débiles, des déficients intellectuels, tu as des mal éduqués, tu en as qui n'ont pas déjeuné le matin. Alors, plus tu en as devant l'enseignante, plus tu la ligotes. Elle devient impuissante. Tu écoutes, quand tu m'appelles, là, je vais te dire les choses comme elles sont, mon Daniel. Oui.
Là, on va arrêter de se mentir parce qu'on compter des histoires. Crois-tu à ça? Je te dis, et je continue. Oui. Puis dans ta classe de 32, t'en as 3 qui sont vraiment surdoués. Oui. Ben, eux autres, là, ils sont complètement écrasés, Oui. oubliés, annihilés. D'accord avec ça. C'est fin, hein? Hey, crois-tu à la... C'est fin parce que tes 3 meilleurs, là, ce sont tes 3 futures locomotives dans ta société. Oui. C'est pas tes 3 débiles qui vont être des locomotives. Ils vont être des poids, des boulets. Oui. Faut en être bien conscient. Crois-tu à la proportion... Il retirer les débiles des classes. Crois-tu à la proportion du 80-20? Que dans une classe, il y a 80% de la classe qui, si on veut, est dans un modèle à peu près général, puis tu as 20% de toutes sortes de cas qui vont être des causes extrêmes. Oh non, non, non. Non? Non, ça marche pas comme ça. Non? Oh boy. C'est beaucoup moins homogène que ça. Oui. Où t'as pris ça, ton histoire de 80-20? 80-20, t'entends parler de ça souvent. 80-20. Dans la société, il y a 80% de bon monde, 20% de pourris. Non, c'est l'inverse. Non, puis ça vient pas de moi, là. Regarde. Alex Layton, dans les années 60, a démontré que dans toutes les sociétés, entre autres au Canada, il y avait 19% d'individus qui n'avaient aucun signe de trouble ou de maladie mentale. OK. 19. Les autres, c'est à des degrés différents, allant de léger à sévère. Mm-hmm. Tu me suis-tu? Ouais. Fait que ton 80, je te suggérerais de l'inverser. De le virer à l'envers. Et vire-le à l'envers, tu vas être beaucoup plus près de la réalité, et ça vient pas de maillot. Ouais. Dis-moi, Pierre, quand on vient à l'essentiel de la question, donc de diminuer le nombre d'élèves par professeur, déjà, en partant, il y a une nette différence qui va se sentir. Ben, c'est génial en partant. Ouais. Maintenant, j'ose espérer que cette mesure-là qu'on prend pour les milieux défavorisés, on va la prendre aussi pour les enfants doués. OK. Mais quand t'es doué... Mais t'es... Autrement, on va prendre les enfants doués, plus brillants, puis on va les enfermer dans des groupes de 32. Mais là, c'est le fun. Nos petits gnochons, puis les moins brillants, les moins bons éléments, les mal éduqués, puis tout le kit, on va les mettre dans des classes favorisées. Mais là, c'est le fun. Mais là, au niveau de la justice sociale, là, ça sera pas leur meilleur ce matin. Oui, mais attends, Pierre, les commissions scolaires ont quand même trouvé une belle porte de sortie pour ça, et je te le dis, là, très sérieusement, parce que dans les classes, toi, probablement que ça fait un bout que t'as plus d'enfants au secondaire, moi, j'en ai plus non plus, mais ça fait moins longtemps que toi, je présume. Il y a dans les commissions scolaires au Québec, maintenant, des classes qu'on dit enrichies, et il y a également des options d'éducation internationale, et il y a des écoles privées. Alors, ces élèves-là plus brillants, on a au moins des endroits pour les classer, à moins qu'ils veuillent pas y aller, là. Comme tu dis, une chance que les écoles privées au Québec, parce que ce serait pas catastrophique, cacophonique. Ouais. Mais dans notre système d'éducation publique, on a quand même des options enrichies puis de l'éducation internationale. Écoute. Tranquillement, oui, on a. on a. Bon, c'est sûr qu'il y a une légère sensibilité, mais c'est pas fort. Non, mais ça, pas fort. Et ce qui arrive, c'est que dans les écoles publiques, sais-tu où est le problème? Vas-y. La qualité moyenne des enseignants. Ouais. C'est que le système public ramasse, malheureusement, les moins bons éléments parmi le corps enseignant. Je dis pas qu'ils sont tous pas bons, mais c'est assez ordinaire comme moyenne. Alors, si on faisait une moyenne, par exemple, si on passait des examens aux profs dans le secteur public, on serait probablement très gêné. Tu me suis-tu? Ah oui, tu touches un point qui m'intéresse bien gros, parce que ça va plus loin que ça, Pierre. C'est que quand tu fais dans ton école une option internationale, quand tu fais dans ton école une option enrichie, là on est dans le privé, là, qui est-ce que tu penses qu'on envoie là? Puis là, je parle pas à travers mon chapeau, je le sais. On envoie les meilleurs éléments de l'école, et souvent les meilleurs éléments de l'école sont aussi les profs qui ont le plus d'expérience. En fait, les profs d'expérience et qui sont bons, tu les récompenses en les envoyant dans ces groupes-là, alors tu liquifies la base. Hein? Tu me suis? Trop bien. Ben, c'est ça. Et je mets au défi... Je mets chialer contre moi tantôt. Je mets au défi quiconque de venir me dire que ça, c'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Puis, écoute, il y a une grande injustice. C'est là qu'on voit que ce n'est pas Dieu qui a créé l'humain, mais l'humain qui a créé Dieu. Mm-hmm. Dieu, si c'était lui qui a créé l'humain, là, aurait fait tellement une mauvaise job que ça en serait gênant. Il a été tellement injuste en répartissant inéquitablement
le quotient intellectuel parmi les êtres humains, ça n'est même pas drôle. Alors, au niveau des concoctions de traits de caractère et de potentiel intellectuel, ça diffère tellement d'un humain à l'autre que j'y vois la plus grande injustice. C'est injuste, Daniel, t'as pas idée. Ouais. Tu sais, des parents qui ont 2-3 enfants, puis ils n'ont 2 pas brillants, là, vraiment des quotients intellectuels très bas. C'est désolant, mon homme, t'as même pas idée. Et là, il y a toute une série de tartes autour qui disent, ben oui, mais s'il étudie fort, il va réussir comme les autres. Hey, la nouille! Il y a 82 de quotient intellectuel, tu vas le crever, ouais. il apprendra jamais grand-chose. Ouais. Il va savoir lire un peu, il va comprendre à peu près la moitié de ce qu'il va lire. Il va être capable de lire les noms de rue, mais pas beaucoup plus. Aïe, 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 aïe. Oui, mais on a voulu aller dans une formule idéale, Pierre, pour ne pas décevoir les parents qui sont pas capables d'admettre qu'ils ont des enfants qui seront pas capables d'aller aussi loin que les autres. Alors, qu'est-ce que le système... C'est injuste. Oui, mais je les comprends, ces parents-là. Je les comprends aussi, mais... C'est une injustice écœurante. Qu'est-ce qui est injuste? La répartition naturelle du quotient intellectuel. Ben là, écoute, tu veux qu'on fasse, là? Oui, mais tout est là. Non, mais c'est comme un tirage au sort pour la chasse dans une réserve, là, je veux dire. Exactement. Si tu sais pas quand tu vis au monde, tu vas avoir un handicap, tu n'auras pas, si tu vas être brillant, si tu ne le seras pas, tu peux pas savoir. Oui, ce sera pas, il va être handicapé ou normal. C'est que ça va être gradué. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Il peut avoir 85 de quotient intellectuel, il peut avoir 100, puis il peut avoir 125. Et cette capacité intellectuelle-là va être directement en relation avec sa facilité d'apprendre à l'école et d'obtenir certains emplois plus tard. OK. C'est injuste en partant. Hey, j'aime autant te dire une chose, que les petits êtres humains, là, ils partent pas tous à égalité. Ben non. Aïe, 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 aïe. Ben non. Et t'as beau leur faire des classes de 20. Les petits pas fins, là, lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de potentiel, même dans des classes de 12, ils réussissent pas beaucoup mieux. J'aime autant te le dire. Tu réponds quoi, Pierre, à ceux qui disent que finalement, là, de réduire le nombre d'élèves par classe, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que les seuls que ça va avantager, les seuls que ça va avantager, c'est les professeurs. Ils vont avoir moins d'ouvrage. Non. Wow. J'espère qu'il n'y a personne d'assez stupide pour aller prétendre ça. Ben, veux-tu que je t'en nomme un? Lequel? Égide Royer. Oui, mais c'est qui de la faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, là? Que c'est un coup d'épée dans l'eau. La réduction du nombre d'élèves par classe ne fera qu'améliorer les conditions de travail des enseignants, mais aura un impact négligeable sur la réussite scolaire. Oh, qu'il est pas fin. Quelle andouille. Oh, qu'il est pas fin. T'es pas sérieux? Mais je te jure. Ben non, ben, au contraire. Alors, pour que je sois bien clair ce matin, la réduction du nombre d'élèves par enseignant dans les milieux favorisés, c'est une mesure extraordinaire. Un. Deuxièmement, cette même mesure-là doit aussi s'étendre à tous les élèves, même ceux, et particulièrement pour ceux qui sont dans la douance. Comprends-tu? Oui. Être dans des groupes beaucoup plus petits vont permettre aux meilleurs élèves de réussir encore beaucoup mieux. Mm-hmm. Non, hey, cet individu-là sort de je sais pas où, mais il ne tient pas compte de la nature humaine, mais pas du tout. Oui. Mais s'il est pas fin! Mais lui, ce qu'il dit que pour Daniel! Écoute, il dit que ça devrait passer par une meilleure formation des enseignants, un dépistage précoce des élèves en difficulté et la présence de spécialistes pour leur venir en aide. Moi, je pense que c'est complémentaire. Regarde, non, oui, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est correct, là, mais regarde. There is only so much one can do. Alors ça, c'est un dicton anglais qui dit, il y a juste tant de choses que quelqu'un peut faire. Il y a, et il est extrêmement important, de déterminer la masse critique devant une enseignante. C'est-à-dire, quel est le nombre d'élèves maximum au-delà de lesquels son enseignement, sa pédagogie périclite, tombe? C'est ça la question. Et, par expérience empirique, je soupçonne ces 18-20 élèves. Au-delà de 18-20, la capacité de l'enseignante à enseigner, à aider les apprentissages,
baisse graduellement au fur et à mesure que le nombre augmente pour être à peu près, pour être pas loin de nul, autour de 35 élèves. Dépendamment des années. Comprends-tu? Oui, oui. Dépendamment des années, parce que là, il faut toujours, lorsqu'on discute de ça, vois-tu, les petits premières années, les cinquièmes années, et puis secondaire 5, c'est pas pareil, là. Pierre, on aurait pu en parler pendant une demi-heure. Jamais oublié dans nos discussions de tenir compte de la grosseur. Mais tu comprends l'idée de la masse critique devant un enseignant? Tout à fait, tout le monde comprend ça. Pierre, c'est clair. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Salut, bonne semaine.